En septembre 1783, la Berlinische Monatsschrift, revue berlinoise emblématique des Lumières qui vient d'être créée, fait paraître un article signé d'un certain E.V.K. En réalité, Johann Erik Biester, l'éditeur de la revue lui-même, elle lance ainsi dans l'une de ses toutes premières livraisons une question qui va susciter bien des réactions, dont celle, indirecte, des deux philosophes Mendelssohn et Kant. Intitulé, attention mon allemand, Vorschlag der geistlichen nicht mehr bei Volkseigung der Regen zu bemühen, que l'on peut retraduire par l'ironique opposition qui vise à ne plus déranger les prêtres pour célébrer le mariage. Cet article est un plaidoyer en faveur de mariage civil. Biester y défend les progrès d'une émancipation de tutelle de l'Église dans son pays, s'insurge contre la religion qui qualifie d'obscure superstition, aux effets funestes pour le peuple. Pis encore, la religion y est condamnée comme inutile, inefficace et facteur de déstabilisation sociale. C'est la raison pour laquelle, selon lui, une réduction du pouvoir religieux en faveur de celui de l'État est nécessaire. Soustraire le mariage à toute emprise religieuse est une emprise très symbolique. Le mariage est l'unique contrat légal que bénéficie d'une sacralisation religieuse. Cette sacralisation lui confère une dimension toute particulière au regard des autres actes légaux, dont l'importance est, de ce fait, relativisée. En prônant l'uniformisation de la valeur de tout contrat légal, mariage compris, Biester, en bon représentant des Lumières, plaide en vérité en faveur de l'abolition du statut exceptionnel accordé en droit à la religion, et réclame son retrait progressif de la vie publique et institutionnelle. En résumé, on peut et l'on doit se passer de la sanction religieuse pour le mariage, ainsi que de tout ce qu'elle implique, ce que tout homme éclairé est en mesure de comprendre. À la lecture de ce texte, le pasteur et populaire philosophe Johann Friedrich Zollner, premier pasteur de l'Église, Saint-Nicolas, membre de célèbre Berlinger Gesellschaft für Aufklärung winkender Gelehrter, protégé de Frédéric II et de son ministre Van Zeldijk, décide de répondre à Biester sur le champ. Son article Ist es ratsam, dass es nicht ferner durch deine Religion zu sanktionieren? Est-il bien opportun de ne plus sanctionner religieusement le lien du mariage, qui paraît dans le numéro de décembre 1783? Réplique, point par point, à celui de Biester. Non, la religion n'est point un facteur de déstabilisation sociale et, en des temps décadents, elle constitue au contraire un rempart à l'immoralité. Pour l'heure, les hommes ont plus besoin de religion que d'éclaircissements philosophiques. Sacraliser la société en lieu et place de Dieu, c'est commettre une grossière erreur. Ce n'est pas du peuple seul que peut venir la moralisation du corps social. Zollner ne conspue pas tant les Lumières, dont il est l'un des défenseurs éclairés, que leur usage excessif est par trop universel. Une place doit être faite à la religion dans la société si les Lumières veulent continuer de jouer le rôle positif qu'elles ont incarné au moment de leur essor, au milieu du siècle. Prudent, Zollner s'interroge, à la fin de son article, qu'est-ce que les Lumières? Cette question, qui est presque aussi importante que qu'est-ce que la vérité, devrait bien recevoir une réponse avant que l'on ne commence à éclairer. Et jusqu'à présent, je n'ai trouvé la réponse nulle part. Par-delà la question du mariage civil, quelle est l'influence véritable des Lumières sur les sociétés européennes à la fin du XVIIIe siècle, en particulier en Allemagne? La question de Zollner est pertinente. Que sont ces Lumières dont les contemporains ont tant de mal à cerner la véritable essence? L'heure est au bilan. Alors que le doute a succédé à l'optimisme, nous sommes à seulement 5 années de la Révolution française. La question de Zollner incite Mendelssohn et Kant à apporter chacun de leur côté, l'un ignorant que l'autre a eu la même idée, une réponse en forme de manifeste. Ce sont ces deux réponses que publie Berlinische Monatsschrift, respectivement en septembre et en décembre 1784, que nous présentons ici. Cyril Morana.
Emmanuel Kant, Mauss Mendelssohn, qu'est-ce que les Lumières? Emmanuel Kant, réponse à la question qu'est-ce que les Lumières? L'Aufklärung, les Lumières, c'est la sortie de l'homme de sa minorité, dont il est lui-même responsable, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui, minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Zapperhood. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Telle est la devise des Lumières. La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes, après que la nature les ait affranchis depuis longtemps d'une direction étrangère, neutralité Meyer-Ronems, restent cependant volontiers leur vie du rang mineur, et qu'il soit si facile à d'autres de se poser en tuteur des premiers. Il est si aisé d'être mineur. Si j'ai un livre qui me tient lieu d'entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin qui décide pour moi de mon régime, etc., je n'ai vraiment pas besoin de me donner de peine moi-même, je n'ai pas besoin de penser pour que je puisse payer. D'autres se chargeront bien de ce travail ennuyeux. Que la grande majorité des hommes, y compris le sexe faible tout entier, tiennent aussi pour très dangereux ce pas en avant vers leur majorité. Outre que c'est une chose pénible, c'est ce à quoi s'emploient fort bien les tuteurs, qui très aimablement ont pris sur eux d'exercer une autre direction sur l'humanité. Après avoir rendu bien sot leur bétail, et avoir soigneusement pris garde que ces paisibles créatures n'aient pas la permission d'oser faire la moindre pas hors de leur voiture d'enfant, où ils tiennent enfermés, ils leur montrent le danger qui les menace, si elles essaient de s'aventurer seules au dehors, or ce danger n'est vraiment pas si grand, car elles apprendraient bien enfin, après quelques chutes, à marcher. Mais un accident de cette sorte rend néanmoins timide, et les frayeurs qui en résultent détournent ordinairement de l'envie et d'en refaire l'essai. Il est donc difficile pour l'individu de s'arracher à la minorité, qui est presque devenue pour lui un état naturel. Il y a même pris goût, et il est pour le moment réellement incapable de se servir de son propre entendement, parce qu'on ne l'a jamais laissé en faire l'essai. Institutions et formules, ces instruments mécaniques d'un usage de la raison, ou plutôt d'un mauvais usage raisonnable des dons naturels, voilà les grelots que l'on a attachés aux pieds d'une minorité qui persiste. Quiconque, même la rejetterait, ne pourrait faire qu'un saut mal assuré par-dessus les forcés les plus étroits, parce qu'il n'est pas habitué à remuer ses jambes en liberté. Aussi, sont-ils peu nombreux, ceux qui sont arrivés, par leur propre travail de leur esprit, à s'arracher à la minorité et à pouvoir marcher d'un pas assuré. Mais qu'un public s'éclaire lui-même rende davantage dans le domaine du possible, c'est même, pour peu qu'on lui en laisse la liberté, à peu près inévitable, car on rencontrera toujours quelques hommes qui pensent par eux-mêmes, parmi les tuteurs patentés de la masse, et qui, après avoir eux-mêmes secoué le joug de la minorité, reprendront l'esprit d'une estimation raisonnable et sa valeur propre de la vocation de chaque homme à penser par soi-même. Notons en particulier que le public qui avait été mis auparavant par eux au-dessous se joug les force ensuite lui-même à se placer dessous. Une fois qu'il a été incité à l'insurrection par quelques-uns de ses tuteurs incapables eux-mêmes d'accéder aux Lumières, tant il est préjudiciable d'inculper des préjugés parce qu'en fin de compte, ils se vengent eux-mêmes de ceux qui en furent les auteurs ou de leurs devanciers. Aussi, un public ne peut-il parvenir que lentement aux Lumières. Une révolution peut bien entraîner une chute du despotisme personnel et l'oppression intéressée ou ambitieuse, mais jamais une vraie réforme de la méthode de pensée. Au contraire, de nouveaux préjugés surgiront qui serviront ainsi bien que les anciens de lisière à la grande masse privée de la pensée. Or, pour propager ces lumières, il n'est rien requis d'autre que la liberté. Et, à vrai dire, la liberté est la plus inoffensive de tout ce qui peut être porté en ce nom. À savoir, c'est de faire un usage public de sa raison dans tout le domaine. Mais j'entends prestement crier de tous côtés. Ne raisonnez pas, l'officier dit, ne raisonnez pas, exécutez. Le précepteur, ne raisonnez pas, payez. Le prêtre, ne raisonnez pas,
Croyez, il n'y a qu'un seul maître au monde qui dise « Raisonnez autant que vous le voudrez, et sur tout ce que vous voudrez, mais obéissez. » Il y a partout l'imitation de la liberté. Mais quelle limitation est contraire aux lumières? Laquelle ne l'est pas, et en revanche, lui est avantageuse? Je réponds, l'usage public de notre raison doit toujours être libre, et lui seul peut amener les lumières parmi les hommes. Mais son usage privé peut être très sévèrement limité. J'entends par usage public de notre propre raison celui que l'on en fait comme savant devant l'ensemble du public qui lit. J'appelle usage privé ce que l'on doit de faire de sa raison dans un poste civil ou une fonction déterminée qui vous sont confiées. Or, il y a pour maintes affaires qui concourent à l'intérêt du bien public, un certain mécanisme qui est nécessaire et par le moyen duquel quelques membres de la communauté doivent simplement se comporter passivement afin d'être tournés par le gouvernement grâce à une unanimité artificielle vers des fins publiques ou de moins pour être empêchés de détruire ces fins. Là, il n'est donc pas permis de raisonner, il s'agit d'obéir. Mais qu'une pièce de la machine se présente en même temps comme membre d'une communauté, et même la société cosmopolite en qualité de savant, qui, en s'appuyant sur son propre entendement, s'adresse à un public par des écrits. Il peut tout à fait raisonner, sans qu'on partisse les affaires auxquelles il est préposé personnellement en tant que membre passif. Il serait très dangereux qu'un officier à qui un ordre a été donné par son supérieur veuille raisonner dans son service sur l'opportunité ou l'utilité de ces ordres. Il doit obéir, mais si l'on veut être juste, il ne peut pas lui être défendu, en tant que savant, de faire des remarques sur les fautes en service de guerre et de les soumettre à son public pour qu'il les juge. Le citoyen ne peut pas refuser de payer des impôts qui lui sont réclamés. Même une critique impertinente de ses charges, il doit les supporter, peut-être puni en tant que scandale, qui pourrait occasionner des désobéissances généralisées. Cette réserve faite, le même individu n'ira pas à l'encontre du devoir d'un citoyen s'il exprime comme savant, publiquement, sa façon de savoir comment contre la maladresse ou même l'injustice de telle imposition. De même, un prêtre est tenu de faire l'enseignement à des catéchumènes et à ses paroisses selon le symbole de l'Église qu'il sert, car il a été admis sous cette condition. Mais en tant que savant, il a pleine liberté, et même plus. Il a la mission de communiquer au public toutes ses pensées soigneusement placées et bien intentionnées sur ce qu'il y a d'incorrect dans ce symbole et de lui soumettre ses projets en vue d'une meilleure organisation de la chose religieuse et ecclésiastique. En cela, non plus, il n'y a rien qui pourrait être porté à charge à sa conscience, car ce qu'il enseigne par suite de ses fonctions, comme mandataire de l'Église, il le présente comme quelque chose au regard de quoi il n'a pas libre pouvoir d'enseigner selon son opinion personnelle. Mais en tant qu'enseignement, qu'il s'est engagé à professer au nom d'une autorité étrangère, il dira « Notre Église enseigne telle ou telle chose. Voici les arguments dont elle se sert. » Il tirera en cette occasion pour sa paroisse tous les avantages pratiques de la proposition auquel il se souscrirait, pas en toute conviction, mais qu'il s'est pourtant engagé à exposer, parce qu'il n'est pas entièrement impossible qu'elle renferme une vérité cachée, et qu'en tout cas, du moins, rien ne s'y trouve qui contredise la religion intérieure. Car, s'il croyait y trouver rien de tel, il ne saurait en conscience conserver sa fonction. Il devrait s'en démettre. Par conséquent, l'usage de sa raison, que fait un éducateur en exercice devant son assistance, est seulement un usage privé, parce qu'il s'agit simplement d'une réunion de famille, si grande que celle-ci puisse être, et par rapport à elle. En tant que prêtre, il n'est pas libre et ne doit pas non plus l'être, parce qu'elle remplit une fonction étrangère. En revanche, en tant que savant qui parle par des écrits au public proprement dit, c'est-à-dire au monde, tel dont un membre du clergé dans l'usage public de sa raison, et jouit d'une liberté sans borne d'utiliser sa propre raison et de parler en son propre nom. Car prétendre que le tuteur du peuple dans les affaires de religion doivent être eux-mêmes à leur tour mineurs, c'est là une ineptie qui aboutit à la
perpétuation éternelle des inepties, mais une telle société ecclésiastique, en quelque sorte, en concis ou une honorable classe, comme elle s'intitule elle-même chez les Hollandais, ne devrait-elle pas être fondée en droit à faire prêter serment sur un certain symbole immuable pour faire poser par ce procédé une tutelle supérieure incessante sur chacun de ses membres, et, par leur intermédiaire, sur le peuple. Et pour précisément éterniser cette tutelle, je dis que c'est totalement impossible. Un tel contrat qui déciderait d'éclairter pour toujours toute lumière nouvelle du genre humain est radicalement nul et non avenu. Quand bien même serait-il entériné par l'autorité suprême, par des diètes impériales et par des traités de paix de plus solennels, un siècle ne peut pas se conférer et jurer de mettre le suivant dans une situation qui lui rendra impossible d'attendre sa connaissance, particulièrement celles qui sont d'un si haut intérêt, de se débarrasser des erreurs et en général de progresser dans la lumière. Ce serait un crime contre la nature humaine, dont la destination originelle consiste justement en ce progrès. Et les successeurs sont donc pleinement fondés à rejeter pareil décret en argument de l'incompétence, de la légèreté qui précède la pierre de touche de tout ce qui peut être décidé pour un peuple sous forme de loi tient dans la question suivante. Un peuple accepterait-il de se donner lui-même pareille loi? Éventuellement, il pourrait arriver que cette loi fût en quelque manière possible pour une durée déterminée et courte, dans l'attente d'une loi meilleure, en vue d'introduire un certain ordre, mais c'est à la condition de laisser en même temps à chacun des citoyens, et particulièrement aux prêtres, en sa qualité de savant, la liberté de formuler des remarques sur les vices inhérents de l'institution actuelle, et de formuler d'une façon publique, c'est-à-dire par des écrits, tout en laissant subsister l'ordre établi, et cela jusqu'au jour où l'examen de la nature de ces choses aurait été conduit assez loin et assez confirmé pour que, soutenu par l'accord des voix, sinon de toutes, un projet puisse être porté devant le trône, projet destiné à protéger les communautés qui se seraient unies, selon leur propre conception, pour modifier l'institution religieuse, mais qui ne contraindrait pas ceux qui voudraient demeurer fidèles à l'ancienne, mais s'unir par une constitution durable, qui ne devrait pas être mise en doute par personne, ne fût-ce que pour la durée d'une vie d'homme. Et par là, frapper de stérilité pour le progrès de l'humanité un certain laps de temps, et même le rendre nuisible pour la postérité. Voilà ce qu'il est absolument interdit. Un homme peut bien, en ce qui le concerne, ajourner l'acquisition d'un savoir qu'il devrait posséder, mais y renoncer, que ce soit pour sa propre personne, et bien plus encore pour la postérité. Cela s'appelle violer les droits sacrés de l'humanité et les fouler aux pieds. Or, ce qu'un peuple lui-même n'a pas le droit de décider quant à son sort, un monarque a encore bien moins le droit de le faire pour le peuple, car son autorité législative procède justement de ce fait qu'il rassemble la volonté générale du peuple dans la sienne propre, pourvu seulement qu'il veille à ce que toute amélioration réelle ou supposée se concilie avec l'ordre civil. Il peut pour le reste laisser ses sujets faire de leur propre chef ce qu'ils trouvent nécessaire d'accomplir pour le salut de leur âme. Ce n'est pas son affaire, mais il a celle de bien veiller à ce que certains n'empêchent point par la force les autres de travailler à réaliser et à hâter ce salut de toutes les forces en leur pouvoir. Un monarque porte préjudice à sa majesté même s'il s'immisce en cette affaire en donnant une consécration officielle aux écrits dans lesquels ses sujets s'efforcent de tirer leur vue au clair, soit qu'il le fasse sous propre et très haute autorité, ce en quoi il s'expose aux griffes, César, non supra grammaticos, ou, pis encore, il abaisse sa suprême puissance assez bas pour protéger dans son état le despotisme clérical et quelques tyrans contre le reste des sujets. Si donc maintenant on nous demande vivons-nous actuellement dans un siècle éclairé, voici la réponse. Non, mais bien dans un siècle en marche vers les lumières.
Il en faut encore de beaucoup, au point où en sont les choses que les humains, considérés dans leur ensemble, soient déjà en état, ou puissent seulement y être mis, d'utiliser avec maîtrise et profit leur propre entendement, sans le secours d'autrui, dans les choses de la religion. Toutefois, qu'il est maintenant le champ libre pour s'y exercer librement et que les obstacles deviennent insensiblement moins nombreux, qui s'opposaient à l'avènement d'une ère générale des Lumières et à une sortie de cet état de minorité dont les hommes sont eux-mêmes responsables, c'est ce dont nous avons des indices certains. De ce point de vue, ce siècle est le siècle des Lumières, ou siècle de Frédéric. Un prince qui ne trouve pas d'indigne de lui dire qu'il tient pour un devoir de ne rien prescrire dans les affaires de religion aux hommes, mais de leur laisser en cela pleine liberté, qui par conséquent décline pour son compte l'épithète hautaine de tolérance, est lui-même éclairé, et il mérite d'être honoré par ses contemporains et la postérité reconnaissance au égard de ces premiers il sortit de genre humain de la minorité, d'humain dans un sens gouvernemental, et qu'il laissa chacun libre de se servir, en tout ce qui est affaire de conscience, de sa propre raison, celui des prêtres vénérables ont le droit, sans préjudice des devoirs professionnels, de préférer leur jugement, leur vue qui s'écarte du symbole officiel en qualité d'érudits, et ils ont le droit de les soumettre librement et publiquement à l'examen du monde. À la plus forte raison, toute autre personne qui n'est limitée par aucun devoir professionnel, cet esprit de liberté s'étend encore à l'extérieur, même là où se heurtent des obstacles extérieurs de la part d'un gouvernement qui méconnaît son propre rôle. Cela sert au moins d'exemple à ce dernier pour comprendre qu'il n'y a pas à concevoir le moins d'inquiétude pour la durée publique de l'unité de la chose commune dans une atmosphère de liberté. Les hommes se mettent d'eux-mêmes en peine, peu à peu, de sortir de la grossièreté, si seulement on ne s'évertue pas à l'y maintenir. J'ai fait porter le point essentiel de l'avènement des Lumières, à savoir la sortie des hommes hors de l'état de la minorité où ils sont retenus par leurs propres fautes, surtout sur les questions de religion, parce que, en ce qui concerne les arts et les sciences, nos maîtres n'ont aucun intérêt à jouer le rôle de tuteur sur leur sujet. Par-dessus le marché, cette minorité dont j'ai traité est la plus préjudiciable, et en même temps la plus déshonorante de toutes. Mais à la façon de penser d'un chef d'État qui favorise les Lumières va encore plus loin et reconnaît que, même du point de vue de sa législation, il n'y a pas de danger à permettre à ces sujets de faire un usage public de leur propre raison et de produire publiquement, à la face du monde, leur idée touchant une élaboration meilleure de cette législation même au travers d'une franche critique de celle qui a déjà été promulguée. Nous en avons un exemple illustre. Par exemple, aucun monarque n'a surpassé celui que nous honorons. Mais aussi, seul celui qui est éclairé lui-même ne redoute pas l'ombre, tout en ayant sous la main une armée nombreuse et bien disciplinée pour garantir la tranquillité publique. Peut dire ce qu'un État libre ne peut oser. Raisonnez tant que vous voudrez sur le sujet qu'il vous plaira, mais obéissez. Ainsi les affaires humaines prennent ici un cours étrange et inattendu. De toute façon, si on considère celui dans son ensemble, presque tout y est paradoxal. Un degré supérieur de liberté civile, par avantageux à la liberté de l'esprit du peuple, et lui impose néanmoins des limites infranchissables. Un degré moindre lui fournit l'occasion de s'étendre de tout son pouvoir. Une autre fois, donc, que la nature sous cette rude écorce a libéré un germe sur lequel elle veille avec toute sa tendresse, c'est-à-dire cette inclinaison et cette disposition à la libre pensée, cette tendance alors agit graduellement à rebours sur les sentiments du peuple, ce par quoi le peuple augmente peu à peu son aptitude à se comporter en liberté. Et pour finir, elle agit même en ce sens sur les fondements du gouvernement, lequel trouve profitable pour lui-même de traiter l'homme, qui alors, plus qu'une machine, selon la dignité qu'il mérite. Emmanuel Kant. Dans les nouvelles hebdomadaires Bushmink du 13 septembre, j'ai lu aujourd'hui, 30 du même mois, l'annonce de la Berlinische Monatsschrift où se trouve la réponse
de M. Mendelssohn à la même question. Je ne l'ai pas encore eu entre les mains, sans cela elle aurait été ma présente réponse, qui ne peut plus être considérée maintenant comme un essai, pour voir jusqu'où le hasard peut réaliser la cour des pensées. Nous allons passer sur Maurice Mendelssohn, sur la question que signifie Aufklärung. Les mots Aufklärung, civilisation, culture, sont encore de nouveaux arrivants dans notre langue. Ils appartiennent pour l'instant seulement à la langue des livres, le vulgaire les comprend à peine. Cela suffit-il à faire la preuve que la chose soit encore nouvelle chez nous? Je ne crois pas. On dit d'un certain peuple qu'il n'a pas de mot précis pour vertu, pour superstition, bien qu'au même moment on puisse à mon droit lui accorder les deux pour une bonne part. Cependant, l'usage de la langue qui semble vouloir reconnaître une différence entre ces mots signification égale n'a pas encore eu le temps d'en fixer les limites. Culture, civilisation, Aufklärung sont des modifications de la vie sociale, des effets du zèle et des efforts des hommes pour améliorer leurs conditions sociales. Plus la condition sociale d'un peuple est mise en harmonie avec la destination de l'homme, par l'art et le zèle, plus ce peuple a de la culture. La culture se décompose en civilisation, et Aufklärung, la première, sont plutôt inclinées aux pratiques, à la bonté, la finesse et la beauté dans l'artisanat, aux arts et aux mœurs sociales, entre parenthèses objectifs, à la dextérité, au zèle, à l'habileté, pour l'une, aux inclinaisons, instincts, à l'habitude pour l'autre, entre parenthèses subjectifs. Plus elles correspondent chez un peuple à la destination de l'homme, plus on l'accordera de civilisation. De même accordera-t-on à une parcelle de terre d'autant plus de fécondité qu'elle a été mise en état de produire le nécessaire à l'homme par son zèle. Aufklärung, au contraire, semble plus se rapporter au théorique, à la connaissance rationnelle, entre parenthèses objective, et à l'habilité, entre parenthèses subjective, utile à la réflexion rationnelle sur les choses de la vie humaine selon leur importance et influence sur la destination de l'homme. Je place en permanence la destination de l'homme comme mesure et but de toutes nos aspirations et de tous nos efforts, comme au point sur lequel nous devons diriger nos yeux si nous ne voulons pas nous y perdre. Une langue acquiert Aufklärung par les sciences et civilisation par le commerce social, la poésie et la rhétorique. Le premier le rend plus habile pour l'usage théorique, le second pour l'usage pratique. Les deux réunis donnent une langue dans la culture. En apparence, la civilisation, c'est le vernis, béni soit de la nation dont le vernis est l'effet de la civilisation de l'Aufklärung, dont l'éclat extérieur et la finesse intérieure ont profondément une solide authenticité. L'Aufklärung est à la civilisation ce que, en général, la théorie et la pratique, comme la connaissance, l'est à la morale. Comme la critique, l'est à la vertuosité. Considérées en soi et pour soi, objectivement, elles sont dans la connexion la plus précise, bien que subjectivement elles puissent être très souvent séparées. On peut dire les Nurembergeois ont plus de civilisation, les Berlinois plus d'Aufklärung, les Français plus de civilisation, les Anglais plus d'Aufklärung, les Chinois plus de civilisation et moins d'Aufklärung. Les Grecs avec les deux, civilisation et Aufklärung, ils étaient en nation cultivée, comme leur langue est une langue cultivée. En général, la langue d'un peuple est le meilleur témoin de sa culture, de sa civilisation comme de son Aufklärung, de leur entendu comme de leur intensité. En outre, la destination de l'homme se divise en 1. La destination de l'homme considérée comme homme, 2. La destination de l'homme considéré comme citoyen. En ce qui concerne la civilisation, ces considérations se rejoignent dans ce sens que toutes les perfections pratiques de la valeur que mises en rapport avec la vie sociale, qu'elles doivent par conséquent correspondre uniquement à la destination de l'homme comme membre de la société. L'homme en étant comme n'a pas besoin de civilisation,
mais il a besoin de Claruk. Conditions et métiers de la vie civile déterminent pour chacun de ses membres devoirs et droits, exigences, donc on a proportion des mêmes une ou autre habilité et capacité, d'autres inclinaisons, d'autres instincts, d'autres mœurs et habitudes, une autre civilisation, un autre vernis, plus ceux-ci, quelles que soient leurs conditions, s'accordent à leur métier, c'est-à-dire à leur destination respective comme membres de la société, plus la nation a de civilisation. Il exige aussi, pour chaque individu, en fonction de sa condition et de son métier, d'autres connaissances théoriques et une autre capacité à acquérir ces derniers, un autre degré l'œuf-claruk qui intéresse l'homme en tant qu'homme et universel, quel que soit l'état de chacun, l'œuf-claruk de l'homme, considéré comme citoyen, se modifie selon sa condition et son métier. La destination de l'homme pose ici à maintes reprises la mesure et le but de ses efforts. D'après cela, l'œuf-claruk d'une nation devrait se comporter, 2.1, comme la masse de la connaissance, 2, de son importance, c'est-à-dire son rapport à la destination, de l'homme, du citoyen, de sa propagation à travers toutes les conditions. En proportion de son métier, il aurait par conséquent aussi à déterminer le degré d'œuf-claruk du peuple. Après une combinaison composée au moins de manière quadruple, dont les éléments sont pour partie composés eux-mêmes encore d'éléments de rapport plus simples, l'œuf-claruk de l'homme peut entrer en conflit avec l'œuf-claruk du citoyen. Certaines vérités qui sont utiles à l'homme, en tant qu'homme, peuvent parfois l'unir en tant que citoyen. On va prendre ci ce qui suit en considération. La collision peut naître entre 1. Les destinations essentielles de l'homme, ou 2. Les destinations accidentelles de l'homme, avec 3. La destination essentielle du citoyen, ou 4. Les destinations sont non essentielles accidentelles. Sans la destination essentielle de l'homme, ce n'est au mourant de bétail. Sans les destinations non essentielles, il n'est pas une créature aussi bonne et merveilleuse. Sans les destinations essentielles de l'homme, comme citoyen, la constitution de l'État cesse d'exister. Sans la destination non essentielle, elle ne demeure plus la même dans certains rapports secondaires. Malheureux est l'État qui doit avouer qu'en lui, la destination essentielle de l'homme ne peut s'harmoniser avec la destination essentielle du citoyen. Que l'œuf-claruk, qui est indispensable à l'humanité, ne peut se propager à tous les États de l'Empire sans que la Constitution ne soit un danger de péril. Que la philosophie se taise, que la nécessité prescrive ici sa loi, ou, mieux, forge des chaînes à poser sur l'humanité afin de la courber et de la conserver durablement sous son joug. Mais quand les destinations non essentielles de l'homme entrent en conflit avec la destination essentielle ou non essentielle du citoyen, des règles doivent être établies d'après lesquelles on doit faire des exceptions et résoudre le cas de collision. Que la destination essentielle de l'homme soit malheureusement en conflit avec la destination non essentielle d'elle-même, quand il n'est pas permis de propager certaines vérités utiles à l'honneur de l'homme sans déchirer les principes de la religion et de la morale qui se trouvent en lui, dans ce cas, l'œuf-claraire, ami des vertus, devra alors agir avec attention aux précautions et supporter les préjugés plutôt que de rejeter la part de vérité qui leur est étroitement liée. Il est vrai que cette maxime est devenue une bonne arme de défense de l'hypocrisie et que nous lui devons plusieurs siècles de barbarie et de superstition. Toutes les fois que l'on a voulu attaquer les crimes, il s'est retranché dans le sanctuaire. D'ailleurs, sans compter cela, l'ami des hommes sera toujours soucieux de ses considérations, même dans le temps les plus éclairés. Il est difficile, mais non impossible, de trouver dans ce cas de frontière qui sépare ici aussi l'usage de l'abus. Plus noble est une chose dans sa perfection, dit un écrivain hébreu, plus abjecte était dans sa putréfaction. Un bois pourri n'est pas aussi abominable qu'une fleur fanée, elle-même moins répugnante qu'un animal décomposé, et ce dernier pas aussi abominable que l'homme dans sa putréfaction. Ainsi,
Il en va de même avec la culture et les Lumières. Plus elles sont nobles dans leur épanouissement, plus abjectes sont-elles dans leur décomposition et corruption. L'abus de Sclaruc affaiblit le sentiment moral, conduit à l'entêtement, à l'égoïsme, à l'irreligion et à l'anarchie. L'abus de civilisation crée opulence, hypocrisie, mollesse, superstition et esclavage. Où Sclaruc et la civilisation progressent à pas égaux, elles sont l'une pour l'autre les meilleurs moyens de défense contre la corruption. Leur manière de périr est de s'opposer sur le champ l'une à l'autre. La culture d'une nation, qui selon l'explication citée plus haut est composée de civilisation et de Sclaruc, sera alors beaucoup moins sujette à la corruption. Une nation cultivée ne connaît-elle même d'autre danger que la démesure de son bonheur national, laquelle, tout comme la pleine santé du corps humain, peut être déjà en soi, et pour soi, appelée une maladie ou le passage à la maladie. Une nation qui par la culture atteint le plus haut degré de bonheur national est, par là même, un danger de s'effondrer, et parce qu'elle ne peut pas progresser plus haut, tout ceci nous conduit cependant trop loin dans la question présente. Éclairer les Lumières. Le siècle des Lumières allemandes est surtout celui du souverain Frédéric II. Né en 1712, dit Frédéric II le Grand, il règne sur la Prusse de 1740 à sa mort en 1786. Ce roi va progressivement faire de son pays une entité homogène et hégémonique, centralisée et planifiée, rationalisée à l'extrême. Un despote éclairé, épithète qui le caractérise bien, il dirige son pays d'une main de fer, ses ministres exécutent ses décisions, les provinces n'ont aucun pouvoir, le clergé lui est soumis, etc. Tout en nourrissant une réflexion philosophique sur la fonction du politique et l'intérêt général. Frédéric II est un théoricien du pouvoir politique, qui inscrit sa réflexion dans la perspective contractuelle, propre aux philosophes français, du droit naturel, d'où il est un lecteur assidu. L'autorité du souverain n'est pas le droit divin, mais fondée sur un contrat passé entre le peuple et celui-ci. Ce roi qui pense ne se préoccupe pas seulement de son pouvoir, il se veut également au service de son État. Ce service, il le rend notamment en assurant la liberté des consciences et d'expression, la protection d'un certain nombre de pasteurs éclairés, et en veillant soigneusement à l'unité du corps social, il comprend que la puissance de la Prusse et la mesure du développement prennent les Lumières, et il se fait l'allié des penseurs en encourageant l'exercice de la raison. Dans la mesure où ces exercices coïncident avec l'affermissement de la légitimité de son pouvoir, le XVIIIe siècle est, en Prusse, celui du développement des universités et du prestige de ces enseignements. Kant incarne précisément la figure de cette nouvelle caste prestigieuse, amenée à jouer un rôle prépondérant dans l'essor du pays. Ajoutons qu'à partir de 1750, le gouvernement prussien crée les premières écoles normales, dont les effets pourront être mesurés dès la fin du siècle. L'analphabétisme aura considérablement reculé, et plus de la moitié des jeunes prussiens sauront lire et écrire. Un tel terreau ne pouvait qu'être propice à une révolution intellectuelle. On croit souvent à tort que la philosophie des Lumières est d'abord l'œuvre des encyclopédistes et intellectuels français. Si ces derniers ont largement contribué à la propagation des Lumières, sa philosophie a d'abord vu le jour en Angleterre, notamment grâce aux travaux des philosophes empiristes tels Bacon, Berkeley ou Locke, puis Hume, et en Prusse, où l'influence du protestantisme est évidente dans les idées fondamentales de Sclaruc. Unité, immuabilité de la raison, liberté, progrès du genre humain, etc. L'esprit des Lumières est optimiste, en particulier quant à l'avenir de l'homme. Comme l'écrit justement Victor Delbois, le penseur des Lumières est persuadé que l'ensemble des événements et des actes humains forment une série ordonnée dont chaque terme est un degré de l'expression ou la réalisation de la vérité. En 1783, lorsque le
pasteur honneurs des filets savants de son temps et remet en question Lofclaruc, nous sommes à l'apogée des Lumières, au moment même où commencent à affleurer les premières critiques, les premiers doutes sur la valeur de son idéologie. Frédéric II est en fin de règne, on s'attend à sa mort prochaine, et l'on s'inquiète d'un possible retour de l'absolutisme et de l'obscurantisme, tandis que d'autres s'insurgent contre les organisations qui sont créées dans le sillage de ces nouvelles idées et de cette nouvelle conception de l'homme, notamment les loges maçonniques. Les Lumières auraient-elles échoué à éclairer durablement un peuple qui semble s'être progressivement laissé des promesses non tenues? La littérature contemporaine se fait l'écho d'une telle crispation. On tourne en dérision les idées des Lumières et dans les mouvances de Sturm and Drang, courant littéraire précurseur d'une romantisme, on remet en cause le rationalisme au profit de l'irrationalisme des instincts, des forces obscures et de l'esprit du peuple dont on fait l'apologie. En remise en cause de toutes parts, les Lumières passeront-elles une telle épreuve de feu? C'est dans ces circonstances que Mendelssohn et Kant prennent les plumes, tant pour défendre les Lumières, leurs articles sont des manifestes engagés, que pour tenter d'éclairer leurs lecteurs sur ce qu'est et doit être Lofclaruc. Pour autant, les deux philosophes n'apportent pas la même réponse. Mose, Mendelssohn et le Benjamin de Kant, 5 années les séparent, né en 1729, formé très jeune à l'étude du Talmud, ce philosophe juif, ami de Lessing et de Nicolai, se veut d'abord un continuateur du rationalisme, de Leibniz et de Wolff. Dans son article sur les Lumières, Mendelssohn est autant théologien que philosophe. Il s'interroge sur l'origine théologique du mot Lofclaruc. Il cite la Mishnah, mais n'en demeure pas moins un homme de son temps. Il a reconnu la thèse des Lumières selon laquelle la raison humaine est, par elle-même, apte à mettre au jour des vérités. Mais cette raison naturellement présente en chaque homme de connaître une éducation, si elle veut développer tout son potentiel, faute de quoi l'homme est condamné à rester intellectuellement un enfant. S'il est un premier sans un verbe aufklaren, éclairé, c'est bien celui de développer ce potentiel naturel de compréhension de la raison humaine pour le porter à sa perfection, à sa maturité, à son âge adulte. La réflexion de Mendelssohn sur les Lumières révèle d'abord de sémantique. Il rassemble la culture, Bildung, notamment entendue dans sa dimension éducative, la civilisation, culture avec un K, entre parenthèses, écrit en allemand, et les Lumières, Aufklärung, pour mieux remarquer les spécificités respectives. Le Bildung peut être décomposé en deux entités, l'Aufklärung et la culture, dont elle est un système quintessentiel. Seuls les Grecs sont parvenus à une telle synthèse, un tel équilibre. Nous sommes à une époque où la réflexion prussienne est fascinée par la Grèce antique qu'elle assimile à un âge d'or. La distinction de l'Aufklärung et de la culture renvoie à celle de la théorie pure et de la pratique, de la connaissance savante et du savoir pratique populaire. L'homme, comme l'autre, sont nécessairement du bon fonctionnement de l'État, et ce qui vise Mendelssohn n'est donc pas tant le progrès des Lumières que l'union de la forme théorique et la vie pratique. La culture coïncide avec le raffinement des mœurs et le développement des arts que Mendelssohn assimile à la destination occidentale de l'homme. Les Lumières, quant à elles, coïncident à l'état avec connaissance de la vérité, la destination essentielle de l'homme. Cependant, la vie sociale nous montre que la destination de l'homme, en tant qu'homme, s'articule rarement bien avec la destination de l'homme en tant que citoyen. Le passage de l'Aufklärung à la culture va se révéler difficile et mettre en lumière les contradictions qui peuvent les opposer. En effet, ce qui est utile à l'homme en tant qu'homme n'est pas toujours conforme à l'intérêt de l'homme en tant que citoyen. Il est parfois la limitation de la liberté de penser peut s'avérer nécessaire au maintien de l'ordre social existant si le devoir essentiel de l'homme entre en collision avec le devoir accessoire. Il est alors bon de renoncer à une vérité certes utile et honorable pour l'homme en tant qu'homme,
mais qui ruinerait la société de la région avec elle. Cette analyse est illustrée par l'inquiétude manifeste de Mendelssohn à la fin de son article. Une délivrance des Lumières est toujours possible et peut-être d'ores et déjà en marche. Comme l'écrit justement Jean Mando, Mendelssohn rejoint ici les inquiétudes morales de certains de ses contemporains pour lesquels la pensée libre n'est jamais très loin de la libre pensée et la liberté du libertinage. Une trop grande autonomie de la raison potentiellement problématique pour Mendelssohn, il existe bel et bien un danger de détournement catastrophique de l'effort de connaître, de l'acquisition du savoir, un abus de la raison, dont la conséquence funeste consisterait dans le développement de l'égoïsme et de l'immoralisme. Les Lumières s'avoueront-elles être le progrès définitif de la raison, ou bien plutôt celui de la décadence, systématiquement consécutive au développement du savoir humain? Kant ne partage pas avec Mendelssohn l'idée qu'il faille parfois renoncer, voire s'interdire de faire passer la théorie à la pratique, de faire profiter les citoyens des progrès de l'homme. Ce serait alors renoncer trop facilement à l'usage de sa raison, au profit d'un principe extérieur d'autorité. Ainsi, pour expliquer ce que sont les Lumières, Kant commence par désigner quel pourrait en être l'obstacle. Ce ne sont pas tant les despotes que les paresses humaines qui en empêcheraient le développement. Remettre à autrui la direction de nos pensées, accepter la mise sous tutelle de notre capacité à raisonner, de fond dont nous sommes tant communiés, revient à nous plonger dans une servitude dont nous mesurons mal les effets néfastes. La servitude intellectuelle implique le préjugé, et les préjugés ont la vie dure. L'action qui libérera la raison humaine devra être adaptée aux circonstances, afin d'éviter le retour d'un obscurantisme tout renforcé de son triomphe sur des lumières incapables de s'imposer durablement. C'est pourquoi une révolution n'est pas de mise en matière, car, dans l'urgence qui la caractérise, elle ne fait trop souvent que substituer un préjugé à un autre. La réforme et l'émancipation des esprits s'inscrivent dans la durée, et elles passent obligatoirement par une conversion inférieure, rendue possible par l'absolument nécessaire liberté de penser et de rendre publique sa pensée. Mais j'entends présentement crier de tous côtés, ne raisonnez pas, l'officier dit, ne raisonnez pas, exécutez, le percepteur, ne raisonnez pas, payez, le prêtre, ne raisonnez pas, croyez, il n'y a qu'un seul maître au monde qui dise raisonnez, autant que vous voudrez, et surtout, ce que vous voudrez, mais obéissez, écrit Kant. Ce maître n'est autre que Frédéric II, et le secret des Lumières réside peut-être tout entier dans cette formule. Il faut distinguer un usage privé de la raison, celui qui est permis dans l'usage de la fonction que l'on occupe, et un usage public de la raison qui caractérise l'usage de la raison propre aux savants et aux philosophes. En somme, l'usage de la raison doit connaître deux modalités complémentaires. Autant il peut être légitime d'exiger du fonctionnement l'obéissance aux ordres de sa hiérarchie, l'usage privé de sa raison s'effectuera alors dans le strict cadre de ses obéissances. Autant il est également légitime de lui accorder la possibilité, dans la sphère de sa fonction, de remettre ces dernières en question et plus largement de critiquer publiquement les institutions s'il estime nécessaire. En cela réside précisément la liberté de penser par soi-même, le droit fondamental et caractéristique des Lumières. La remise en cause de ce droit confine au crime absolu la pire atteinte faite à l'humanité. C'est ici même que Mendelssohn et Kant se préparent pour de bonnes raisons. Au moment même où Kant rédige sa réponse à Zollner, l'humanité européenne est profondément imprégnée des Lumières et de son esprit. Les attentes sont grandes et le besoin de lumière est bien là. Les revendications populaires qui se multiplient en attestent. Les hommes ne tolèrent plus qu'on porte atteinte à la dignité humaine, ils réclament juste des droits. L'homme est décidément plus qu'une machine, et nous ne sommes qu'à quelques mois de cet événement exceptionnel et symptomatique du propos kantien que sera la Révolution française. L'humanité a soif d'idéal, et le moral et d'égalité. Elle veut réaliser la fin que la nature lui a assignée, l'illusion juridique des hommes qui fera de chacun d'eux un citoyen du monde.
Cette fin n'est accessible à l'homme que par l'usage de sa raison, et Kant l'a bien compris, tout comme Frédéric, et lui-même, le despote éclairé qui rend possible l'activité rationnelle dans son état, la réalisation de la paix universelle et le règne de la moralité dépendent de la nature de la constitution civile. Contrairement à ce que laisse penser Mendelssohn, qui a peut-être quelques bonnes raisons de mettre en garde contre les forces qui risquent de se déchaîner, un État qui donne à ses citoyens le droit de raisonner et d'exprimer publiquement leur opinion ne se met pas en péril, loin de là. Il se donne le moyen et l'ordre de concorde, et, par un processus qui peut paraître tout à fait paradoxal, il met naturellement fin à terme à la révolte et à la désintégration du corps social. L'homme est un être capable d'autonomie, apte à penser par lui-même, à être majeur. En faire le pari, ce n'est pas s'exposer à la division et à la destruction de la société, et par là même de l'humanité qui doit s'y réaliser. C'est au contraire donner les moyens de l'humanité de parvenir au bonheur de l'établissement du droit, rendu possible par le progrès de la raison. Telles sont précisément, selon Kant, ces lumières, c'est l'usage légitime de la raison qu'il faut défendre. Par-delà la réflexion kantienne sur les Lumières, le philosophe prussien s'est mis en demeure de questionner son actualité, la modernité, même en des termes universels. Ces démarches inaugurent, selon Michel Foucault, la pensée moderne, une pensée occupée à faire un diagnostic du présent qui permette la compréhension de l'aujourd'hui. De l'attitude de modernité, si l'optimisme des Lumières a pu paraître pour le moins naïf au regard de ce qu'elle a pu engendrer sur le plan historique, si son idéologie universaliste a prêté le flanc à la légitime critique, il n'en demeure pas moins qu'elles sont le lieu d'un extraordinaire retour au philosophe dans l'arène sociopolitique afin d'occuper une fonction de l'éclaireur. La figure de l'intellectuel engagé avait de bons jours devant elle. Cyril Morana. La vie d'Emmanuel Kant et de Mos Mendelssohn. En 1724, le 22 avril, naissance d'Emmanuel Kant à Königsberg, port de la Baltique, en Prusse orientale, aujourd'hui Kaliningrad. Son père est ouvrier sellier. 1729, le 6 septembre, naissance de Mos Mendelssohn en Prusse, à Dessau. Il passe une bonne partie de son enfance et de son adolescence à étudier le Talmud. 1743, Mos Mendelssohn arrive à Berlin. 1755, Mendelssohn publie notamment les lettres sur l'exploration des dialogues philosophiques et une traduction du discours sur les origines et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau. 1763, Mendelssohn obtient le premier prix de l'Académie de Berlin pour une dissertation sur l'évidence dans la science métaphysique. 1763, Mendelssohn publie le Plaidon ou œuvre qui lui assure un renommée internationale. Il est lu et admiré par toute l'Europe savante. 1770-1781, pendant que Mendelssohn développe sa réflexion théologique, il publie un commentaire de l'Ecclésiastique en 1770, puis traduit le Pentateuque de Genèse, l'Exode et le Lévitique, qu'il commente, écrit les lois rituelles des Juifs, etc. Kant révolutionne pour toujours la philosophie occidentale avec des textes comme la dissertation sur la forme et les principes du monde sensible et du monde intelligible, 1770, qui lui vaudra de devenir professeur ordinaire de logique et de métaphysique à l'université de Königsberg. La lettre de Marcus Hertz, 1772, dans laquelle il pose les fondements de sa philosophie, le criticisme, qui culminera avec la publication en 1781 de la critique de la raison pure. 1783, Mendelssohn achève le livre des voies de la paix, devient membre de la Société du mercredi, Mittwochgesellschaft, et publie son œuvre la plus célèbre, Jérusalem, sur le pouvoir religieux et le judaïsme, dans laquelle il inaugure le judaïsme moderne. Il y expose l'art de rester authentique, un juif pratiquant tout en pratiquant activement la culture du pays dans lequel on réside. De son côté,
Kant fait paraître prolégomène à tout métaphysique futur qui voudra se présenter comme science, sorte de résumé de la critique de la raison pure. 1784, publication de réponse de Mendelssohn et de Kant à la question du pasteur Zollner. Qu'est-ce que les Lumières? Et de l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique de Kant, qui montre son intérêt pour l'actualité de la vie politique de son temps. 1785, parution des fondements dans la métaphysique des mœurs, texte fondamental de Kant, qui ne tarde pas, peu de temps après, à être admis lui aussi à l'Académie de Berlin. Mendelssohn publie ses heures nationales Morgenstunden. 1786, le 4 janvier, mort de Mendelssohn. 1788 à 1790, Kant expose successivement sa critique de la raison pratique et sa critique de la faculté de juger, et achève ainsi une œuvre critique entamée en 1781. Il poursuit en parallèle sa carrière de professeur à l'université de Königsberg. 1794, après avoir connu la censure 2 ans plus tôt au sujet du texte intitulé Sur le mal radical et avoir rassemblé ses écrits et articles sur la religion dans les limites de la simple raison, Kant rentre à l'Académie de Saint-Pétersbourg. Il va promettre au roi, piétiste et conservateur, de s'abstenir désormais de toute publication concernant la religion. Promesse rompue en 1792 avec le conflit de facultés. En 1795-1796, Kant publie son projet de paix perpétuelle, œuvre politique au retentissement important auprès des intellectuels français contemporains. Elle sera traduite dès 1796 dans notre pays, dans laquelle la philosophie montre toute la sympathie qu'il a pour l'idée républicaine et l'intérêt qu'il porte à ce qui est devenu et doit advenir de la Révolution française. 1797, après avoir cessé d'enseigner à l'université, Kant répond à Benjamin Constant, qui a remis en cause le principe de sa philosophie du devoir dans l'opuscule intitulé « Sur un prétendu droit de mentir par humanité ». Avant la fin de l'année, Kant publie enfin la métaphysique des mœurs. 1798, Kant est admis à l'Académie de Vienne. 1804, le 12 février, mort de Kant à Königsberg, ville qu'il n'a jamais quittée. Voilà, j'espère que ce petit livre sur les Lumières vous aura éclairé, si l'on peut lui dire ainsi, que ça vous aura plu sur les droits de l'humain et les devoirs citoyens. Peut-être cela vous encouragera à lire certaines œuvres de Kant ou de Mendelssohn, ce que j'espère. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie. Bien à vous.